Bonsoir à toutes et tous. Je suis Jérôme Brunier, responsable cybersécurité chez Amadeus IT Group pour la région Asie-Pacifique. Alors je voulais vous partager une petite photo de voyage. Ça va mettre un peu de baume au cœur. Amadeus vend du voyage, donc autant en partager un petit peu avec vous ce soir, même s'il est virtuel. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, de revoyager, que ce soit au sens personnel et professionnel. On en aurait besoin. Alors, il me faut une zapette, sinon ça va être compliqué. Super. Je tiens à signaler que M. Robert Brechtrat aurait dû être avec moi ce soir pour présenter ces slides. C'est même lui qui les a écrits. En grande partie, il n'est pas là pour des raisons malheureuses. Mais je ferai au mieux. Donc, j'implore votre indulgence. Alors, pour cette présentation, je vais déjà vous présenter Amadeus. Je vais essayer de vous ouvrir la stratégie d'Amadeus d'un point de vue cyber, et notamment nos 7 piliers de sécurité. Je vais vous parler un peu rapidement de gouvernance, notre management system sur la sécurité de l'information, et je vais essayer de partager avec vous quelques bonnes pratiques dans certains processus de sécurité, tels qu'on les a implémentés chez Amadeus. On ne pourra pas tout couvrir, c'est évident, en 20 minutes, c'est vaste, mais attaquons. Alors déjà, pour vous parler d'Amadeus, ça va être compliqué avec ce masque qui descend. Amadeus est le leader technologique dédié au monde du voyage. Qu'est-ce que fait Amadeus? Notre ADN, c'est de créer des solutions, des solutions de technologie de l'information pour le monde du voyage, mais des solutions de pointe. Il faut croire qu'on y arrive, puisque Forbes nous a une fois encore nommé dans le top 10 mondial des software companies. Donc c'est une reconnaissance assez importante pour nous. Nous sommes présents dans 190 pays dans le monde. Nous employons 16 000 personnes. Alors, je ne vais pas trop commenter les chiffres de nombre de passagers embarqués dans les avions grâce à nous. Ces chiffres, forcément, avec le Covid, on peut dire qu'ils ont pris un petit plomb dans l'aile sans faire de mauvais jeu de mots. Mais bon, voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre d'Amadeus, c'est qu'Amadeus est au cœur d'un écosystème. Ça, c'est vraiment important. Amadeus, on fait du business to business. On va interconnecter à la fois les passagers qui vont voyager, donc vous et moi, au travers des agences de voyage qui vont distribuer du siège, enfin des billets d'avion ou même des chambres d'hôtel. Et on va interconnecter tout ce monde-là avec justement les acteurs clés du travel que sont des compagnies aériennes, du rail, du ferry, des hôtels, qui est un segment stratégique dans lequel Amadeus s'est initié il y a déjà maintenant 2-3 années. Et pour ce faire, nous développons des solutions sur toute la chaîne de valeur que ça peut représenter, pas que du booking et de l'embarquement, mais aussi des solutions de type solutions de paiement, des solutions de marketing, des solutions d'optimisation de revenus pour les airlines, par exemple. Donc énormément d'assets. Alors maintenant qu'on a parlé de l'écosystème, descendons un petit peu dans la partie cyber. Cette emprise, cette empreinte digitale et numérique que nous avons, elle est titanesque. Notre surface d'attaque, la voici en quelques chiffres, je pense que ça parlera à beaucoup. 60 000 devices, 112 000 IP publics à manager, 2000 domaines, 5000 certificats SSL, près de 104 000 hosts, 11 autonomous systems. Donc voilà. Donc c'est vrai que d'évoluer dans un groupe CISO qui a un enjeu de protéger une empreinte digitale aussi vaste, c'est excitant, on va dire. Voilà. Alors pour vous parler un peu de la stratégie d'Amadeus, alors c'est notre stratégie. Je ne dis pas que ces piliers, ces priorités de sécurité sont celles qui s'appliquera à toute entreprise. Néanmoins, vu d'Amadeus, on a certaines priorités, notamment des données sensibles. Par rapport à notre industrie, on a défini ces 7 piliers actuellement. Le premier pilier devrait être, somme toute, assez universel, notamment d'avoir une approche risk-based.
L'idée, c'est de dépenser notre énergie, investir notre argent en cyber là où ça compte. Donc là, on a des risques à combler. Ça paraît évident, mais ça doit dicter au jour le jour nos décisions et nos orientations. Deuxième pilier, c'est la visibilité. Évidemment, je vous l'ai montré avant, on a une telle empreinte numérique qu'il faut qu'on sache et qu'on gère, qu'on trouve notre shadow IT, qu'on comprenne. Donc la visibilité de notre empreinte, elle est capitale. Les fournisseurs, cet écosystème est tellement vaste. Nous utilisons plusieurs centaines de fournisseurs qui participent à notre chaîne de valeur. On a vu des attaques retentissantes ces derniers temps. Je pense que SolarWinds, tout le monde a entendu parler, par exemple. C'est le scénario catastrophe qu'on va chercher à éviter forcément. Donc, on investit beaucoup aussi pour monter nos propres fournisseurs dans des registres de sécurité équivalents à ce que nous engageons auprès de nos clients. Ça, c'est un sujet assez vaste. Security by design. Alors, security by design, pourquoi Amadou, c'est une boîte de développement à la base. Donc, on crée du code, on crée des assets. Si vous discutez, et je l'espère bientôt avec un développeur d'Amadeus autour d'un cocktail, et que vous lui parlez de Software Development Lifecycle, de SDL, il devrait vous répondre, et je souhaite. Oui, je connais la SDL d'Amadeus, je l'utilise régulièrement, et j'ai un correspondant dans mes équipes, un White Hat, chez Amadeus, qui est mon Security Champion pour m'aider à créer du code qui soit secure, et je suis dans des processus où mon code est testé avant mise en production systématiquement d'un point de vue sécurité. Ça, c'est un pilier extrêmement important. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines facilement de White Hat référencés chez Amadeus et qui déploient, qui sont nos évangélistes de la SDL. Security Resilience. Là, on touche vraiment au cœur du sujet d'aujourd'hui, qui est comment préparer de la crise cyber. Et je pense que ça fait écho avec ce qui était dit avant. On a accepté l'idée que on va subir une crise, c'est certain, de taille majeure. On a déjà eu des incidents de sécurité, je ne vais pas vous le cacher, mais tôt ou tard, une crise arrivera. À partir du moment où on l'a accepté, de fait, que ça viendrait, on n'est plus du tout dans la même philosophie, et donc on se prépare. Et on se prépare différemment, c'est-à-dire qu'on se prépare à dire, OK, il va falloir être résilient, c'est-à-dire il va falloir, savoir détecter au plus vite cette crise, ça c'est important, 2, la contenir, et 3, la remédier définitivement, prendre les leçons de cette crise pour nous en sortir plus fort. Donc c'est vraiment ça la notion de résilience sécurité, et c'est ce qui dicte aussi beaucoup de nos décisions, notamment sur notre préparation de plan à incident de sécurité. 6e pilier ici, c'est People Security. Quand je vous ai présenté Amadeus, je vous ai dit 16 000 employés. 16 000 employés chez Amadeus, c'est quasiment 16 000 devs. 16 000 devs, ça veut dire 16 000 utilisateurs avec des accès hautement privilégiés. Donc aussi 16 000 potentiels agents de menace pour nous-mêmes. Donc le People Security chez Amadeus, il est vraiment important, ce pilier. Et pas que pour nos utilisateurs, hein, on a aussi des enjeux d'analytique sur le comportement fait avec nos propres solutions. On a vraiment des problématiques de fraude. Ça, c'est typique dans le monde du travail. Donc, on investit beaucoup également pour pouvoir faire du behavior analytique sur les utilisations faites de nos systèmes. Le dernier pilier, Secure Cloud Solutions. Alors, j'étais accompagné de Monsieur Peck, qui est Senior Technical Project Manager, responsable justement de la sécurité pour notre move vers le cloud. Donc, je vous invite à discuter avec lui si vous voulez parler cloud. Donc, on vient de signer un partenariat important avec Microsoft Azure pour migrer notre production chez Microsoft. Et vu qu'on s'oriente sur des architectures de type Kubernetes, OpenShift, donc l'idée, ça va être de mieux pouvoir provisionner en temps réel selon la demande des containers applicatifs qui vont peut-être monter par centaines sur une période de 24 heures, 48 heures, que sais-je, selon les besoins du moment.
lorsqu'on a une telle volatilité de nos environnements, des processus tels qu'on les connaissait de mise en production, de gestion de CMDB, de scan, de patching, on peut les oublier. Hein. Enfin, c'est clair. Donc, il nous faut dès le départ penser comment nos solutions dans le cloud vont pouvoir être autosuffisantes sur la partie sécurité pour nous protéger. Voilà, donc ça c'est nos piliers. Alors très basiquement, on a une sorte de, on va dire une glue, un ciment qui vient mettre une cohérence d'ensemble, c'est notre ISMS. C'est un framework, un cadre de politique de sécurité, de standards, qui est dicté au sein d'Amadeus et qui vient décréter quelles sont les règles pour Amadeus en termes de cyber lorsque vous voulez faire, que sais-je, de la cryptographie, de la communication réseau, de la sécurité physique, de l'access management. Donc c'est tout un cadre de politique et de standards. De ces standards, sont censés en découler des processus qui doivent être déployés dans les unités opérationnelles, dans les unités d'affaires. Et là, alors, je ne suis pas un pro de la gouvernance, mais je pense que l'enjeu majeur qu'on a, c'est de se dire, à partir du moment où nous, on a édicté des règles de bonne conduite, on va dire, ou des standards, même si 20 personnes ont édicté ce cadre documentaire, comment les 15 980 autres vont les digérer, vont les déployer, et comment on s'assure que ce soit aucun risque persiste. Pour ce faire, je vais simplement vous parler d'une décision organisationnelle qui, je pense, est vraiment intéressante. Ces 2 dernières années, nous avons investi pour créer des rôles d'officiers de sécurité dans nos unités d'affaires. C'est-à-dire que l'équipe CISO, qui est généralement corporate, rattachée au Legal Counsel ou dans d'autres sociétés au CTO, ici, en fait, elle se crée des bras armés d'officiers de sécurité directement dans les unités d'affaires. C'est ce qui se passe chez Amadeus. Et qui, eux, vont venir porter la ISMS et notre framework de sécurité directement auprès du métier. Et eux, ils parlent métier. Ils connaissent les assets, ils connaissent les applicatifs. De ce fait, on a vraiment une organisation un peu tentaculaire de notre sécurité. Et on crée avec eux une boucle un peu vertueuse, dans le sens où eux-mêmes, du coup, au titre d'une gouvernance, vont venir nous remonter régulièrement les risques, les difficultés d'adaptation de notre ISMS, parce qu'il y a forcément, on essaye souvent de faire entrer des ronds dans des carrés. Enfin, faut être clair. Alors, quand on parle de crise cyber, alors c'est vrai que souvent on a tendance à aller directement dans la boîte qui est en haut à droite de ce beau paquet, qui est la partie CIRP, plan de réponse. Personnellement, je pense que lorsqu'on active le CIRP, ça veut dire que toutes les autres boîtes, il s'est passé quelque chose qui n'a pas réussi. C'est qu'on arrive quand même en bout de chaîne. Donc bon, je vais vous parler un peu du CIRP rapidement chez Amadeus, du plan de réponse incident, mais je pense que finalement c'est toute cette palette de processus sécurité qui est importante à la fin. C'est une cohérence d'ensemble. On a sélectionné, alors avec M. Brechtrat, on avait sélectionné 4 boîtes. Je vais attaquer vers la première rapidement. Donc le CIRP. Alors je ne vais pas vous décrire ce qu'est un CIRP. Hein. Préparation, détection, recovery, c'est assez basique. Je vais plutôt aller essayer de partager avec vous peut-être des spécificités effectivement qu'on a dans le CIRP et telles que je l'ai vu évoluer ces dernières années. Vraiment, je pense que c'est pour faire écho encore à ce qui a été dit avant. Il y a eu une prise de conscience à un moment donné dans l'évolution de notre plan de réponse qui est de dire il faut qu'on se prépare et qu'on ait une préparation qui aille au-delà de la technicité de nos équipes opérationnelles. La technique, ça ne fait pas tout. Et je suis entièrement d'accord avec le principe de dire que l'aspect communication est capital. Communication déjà dans nos propres équipes. Parce que nous-mêmes, lorsqu'on est en crise, des fois on communique pas très bien. On a des informations conflictuelles qui remontent, on communique aux mauvaises personnes, on veut prendre des décisions un peu trop vite. Donc l'aspect communication interne est important dans la crise. L'aspect communication externe est
tout autant. Nous, on doit rendre des comptes à un board d'exec. On a des clients, l'institutionnel, il faut le gérer. Donc tout ce plan de communication, je l'ai vu maintenant être bien préparé, en tout cas bien s'évoluer. On a aussi un cadre légal à respecter. Amadeus, 190 pays, vous imaginez que les régulations auxquelles on a à faire face, selon là où la crise se déclenche, on va peut-être avoir un cadre réglementaire différent et on a besoin de s'appuyer aussi sur nos propres équipes légales pour prendre certaines décisions. Autre sujet qu'on a, Amadeus a développé le CIRP aussi pour essayer d'avoir ce qu'on appelle des playbooks qui vont être aussi spécifiques au type de crise. On n'a pas qu'un seul type de crise sécurité qui paraît. Lorsque vous avez affaire à une crise de type rançongiciel, vous n'allez pas avoir nécessairement le même, pardon, parce que moi je savais pas ça en anglais, le même flux d'interlocuteurs à embarquer que des attaques de type plus, je sais pas, bon, je suis avec en tête là, mais en tout cas c'est vrai que le rançongiciel c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc du coup on va avoir ces playbooks qui sont plus spécifiques. L'autre processus sur lequel on a beaucoup investi, ça va être justement la captation de tout ce qui est intelligence de menace, de threat intelligence. Donc là, on a structuré vraiment toute une plateforme et des méthodologies pour nous permettre de capter ces signaux de menace. C'est ce qui nous permet d'aller vite. C'est vrai que lorsque un 0D est publié, où un type d'attaque a été publié, nous, notre premier réflexe, c'est de dire, bon, de quoi on parle ? C'est quoi les techniques qui vont être utilisées derrière cette attaque qui fait le buzz ? Est-ce que nous-mêmes, dans notre environnement, on va savoir la bloquer ou pas ? Est-ce qu'on a des trous dans la raquette ? Donc, la captation des signaux de menace, leur contextualisation, et pour ça, on utilise notamment un framework qui est le MITRE ATT&CK, nous permet déjà d'analyser assez rapidement quelles sont les techniques et tactiques utilisées par cette attaque, de récupérer des indications, des indicateurs de compromission, des IOC, et potentiellement, selon le niveau de sévérité, on va pousser ces IOC directement dans notre architecture pour sonder et bloquer une attaque entrante au niveau, voilà. Donc on utilise pour ça nos IDS, nos firewalls, nos EDR, tout ça. Mais en tout cas, la méthodologie de captation de l'info est extrêmement, et de contextualisation est importante. Alors bien sûr, le CRTFR, on en parlait, mais on l'utilise, on travaille beaucoup avec. On a plus de 80 feeds d'intelligence aujourd'hui. Le partage d'informations et de menaces, c'est capital pour nous. Et pour ce faire, typiquement, et je pense que ça c'est aussi une bonne pratique, c'est d'essayer de participer activement à ce qu'on appelle des ISAC, selon les industries. Nous, on est membre actif à ce qu'on appelle l'Aviation ISAC. ISAC, ça veut dire Information Sharing and Analysis Center. Donc ça va être vraiment un cercle de confiance au sein d'une industrie qui va partager de l'information de menaces. Alors, ce qui est bien, c'est que ça dépasse finalement la compétition. C'est que nous, dans l'ISAC, l'Aviation ISAC, on a nos propres compétiteurs qui en font partie, mais on partage de la matière. Donc, à un moment donné, on voit que les intérêts cyber vont au-delà purement des sujets de compétition. Donc, aujourd'hui, il y a 32 airlines qui sont membres et typiquement, notre CISO est membre du board de l'Aviation ISAC. Prochainement, on aura un ISAC qui va se créer autour de l'hôtellerie, auquel Amadeus va également faire partie. Quelques points aussi bonnes pratiques peut-être. Alors bien sûr, la partie entraînement, sensibilisation de nos équipes, encore une fois, 16 000 personnes. Donc on a développé un programme très important de ce qu'on appelle de awareness. Chaque employé Amadeus se doit déjà de passer alors jusqu'ici on faisait un training qui était annuel, obligatoire,
qui était commun. Maintenant, on a préféré commencer à le diviser pour permettre d'envoyer plutôt plusieurs fois par an des petits rappels et des petits modules de sécurité. Ça permet, on trouve, à nos employés de rester plus alertes, plutôt que de faire une fois par an un gros module sur lequel ils vont répondre un peu vite. Surtout, ce qu'on a créé, c'est des catalogues de training qui vont cibler des populations selon leur job role. Selon le type, si c'est un administrateur système, si c'est un développeur. Du coup, on va avoir ces modules de formation qui vont venir pour eux, pour les aider à s'entraîner ou à mieux comprendre les intérêts de cyber. Amadeus investit également beaucoup dans la certification de nos professionnels de cybersécurité. Personnellement, j'ai passé ma certif CISSP il y a 3 ans via Amadeus. On envoie beaucoup de nos équipes pour passer des certifs, d'ethical hacker. Ils participent au sens. Les équipes d'encadrement pour beaucoup sont certifiées CISM. C'est quand même des chemins de certification qui permettent réellement de monter nos équipes en compétences. Ce qu'on appelle les attaques fantômes, bon, c'est globalement des simulations de phishing, mais qu'on va vraiment contextualiser aussi. Alors l'idée, c'est pas de piéger nos employés, mais c'est quand même de trouver le bon compromis et de contextualiser sur le type d'attaque de spear phishing. Des fois, je parlais des traductions en français, sur lequel il pourrait être vraiment ciblé. Par exemple, récemment, on a fait une sensibilisation autour du Black Friday. Quelque chose de possible. Les exercices de simulation d'attaque, bien entendu, donc les tabletop exercises, des exercices de crise à blanc, on essaye d'en faire régulièrement. Mais surtout aussi en essayant d'inclure pas que nos équipes techniques, encore une fois, mais d'aller sur aussi l'organisationnel autour de ces équipes. Et d'inclure la com, et d'inclure typiquement sur la partie ransomware, on pourrait très bien même penser à inclure notre assureur. Ça peut être intéressant. Les backups. Alors, je discutais avec un ancien collègue, il sera content, j'en parle, mais les backups, c'est extrêmement important. C'est la dernière chance de survie, si vraiment tout est parti. Donc, vraiment, première chose à faire, c'est est-ce qu'on a des backups et est-ce qu'on sait les restaurer? C'est plutôt une bonne question à se poser. Un point, oui, peut-être une réflexion aussi, alors c'est pas forcément sur le chart, mais je pensais aussi à vous dire, ce qui est bien, c'est une fois quand on a fait de la prod, on sait que dès qu'on est dans un incident de prod, généralement, il y a toujours une loi de Murphy qui vient se mêler à tout ça et qui fait que ce que vous pensez être pire va l'être encore plus. Et je pense que ça, c'est bien aussi de se poser la question dans un exercice cyber, qu'est-ce qui pourrait être pire? Ça a été mentionné par monsieur Edon, mais c'est vrai que se dire que si on démarre la crise cyber sans annuaire, Active Directory, sans outils collaboratifs, est-ce qu'on va vraiment réussir à la piloter, notre crise cyber? Est-ce que nos procédures de CIRP seront encore accessibles? Ou est-ce peut-être d'avoir un sac à dos un peu de secours, un parachute de secours, c'est pas mal. Donc ça, c'est des choses à anticiper parce qu'on a eu des retours d'expérience de certains groupes industriels vraiment majeurs pour lesquels la mise en place du plan de réponse à incident a vraiment patiné pendant plusieurs jours à cause de ça. Vraiment. Le dernier sujet, alors je n'allais pas le mettre, c'est monsieur Breschrat qui m'a dit mais non, je veux que tu parles de vulnerability et de patch. Alors je pense que mon collègue de l'ANSSI ne sera pas contre, parce que c'est vrai que c'est un back to basics, c'est ce que disait souvent Guillaume Poupard dans ses conférences, back to basics, c'est tellement important de comprendre et de scanner nos vulnérabilités, de les patcher au plus vite. Peut-être une bonne pratique que je dirais, c'est de ne pas considérer que le scan interne a moins de valeur et moins important que des scans externes. On voit souvent des erreurs et on a eu des incidents parce que, à un moment donné, erreur humaine dans une configuration, sur un security group, que sais-je, un asset qui était interne
se retrouvent exposés en public. Votre dernier rempart, à ce moment-là, ça sera que cet asset, au moins, il était patché. Donc nous-mêmes, là, très récemment, on vient de changer notre cadence de patch interne, de scan, interne, pour la passer à une fréquence mensuelle au lieu de trimestrielle, sur toute l'Office notamment. Firewall, les équipements de sécurité. Alors c'est pas parce qu'on a des équipements de sécurité gérés par des équipes sécurité que ces équipements malheureusement sont sécures. Ça c'est un fait. Donc de faire des audits de conformité de nos firewalls, c'est un point sur lequel on investit aussi. Et effectivement, on peut avoir quelques surprises, donc je vous invite à vous intéresser aussi à ces sujets-là. Je crois que c'est tout. J'ai pas voulu. J'espère que ça vous donne quelques pistes de réflexion sur ce sujet de préparation cyber.